Donc, comme vous savez, il y a quelques jours, le 6 novembre, le président Obama a été réélu. Il a été réélu président des États-Unis pour un second mandat de 4 ans. Comme vous le savez aussi, on range habituellement les présidents américains en deux catégories, ceux qui ne font qu'un seul mandat et ceux qui en font deux. On considère que ceux qui en font deux s'en tirent mieux vis-à-vis de l'histoire américaine que ceux qui n'en font pas. Je m'empresse de dire que cette loi est une loi toute relative. Il y a, par exemple, un président américain non négligeable qui avait été réélu de manière spectaculaire en 1972. Il s'agit de Richard Nixon et qui, moins de 2 ans plus tard, devait démissionner à la suite de l'affaire du Watergate. Donc, une réélection n'est pas nécessairement une garantie pour une trajectoire absolument sans faute ni accro. Excusez-moi, je suis d'un autre siècle et j'ai l'habitude parfois de commencer par 1900 les dates historiques. En 2008, comme vous le savez, Obama avait été élu de manière assez spectaculaire. Il y avait eu une très forte majorité d'Américains qui s'étaient déclarés pour lui. Incontestablement, la crise financière, économique extrêmement violente qui avait éclaté le 15 septembre avait facilité son élection. 4 ans plus tard, l'élection s'est passée dans des conditions beaucoup plus difficiles pour Obama. Il a été réélu avec une avance non négligeable contre son adversaire, le républicain Mitt Romney, mais l'écart entre les deux candidats est infiniment plus étroit que celui qui existait il y a 4 ans. Au total, il se situe aux environs de 2 points, ce qui est substantiel, mais loin d'être aussi glorieux qu'il y a 4 ans. Et en fait, la chose étonnante, aux yeux de beaucoup de spécialistes de l'histoire américaine, c'est en fait qu'Obama ait été réélu. En effet, il y a là encore des espèces de règles statistiques. Il y a une règle statistique, un président n'est jamais réélu lorsque la situation économique ne s'est pas améliorée sous son mandat et même, selon un certain nombre de critères, a paru se détériorer. Un président est rarement réélu lorsque les sondages lui sont de manière globale défavorables pendant les derniers mois qui précèdent son élection. Donc, de ce point de vue-là, on peut effectivement s'interroger sur les raisons qui ont fait qu'Obama ait été finalement réélu. Il y a eu des fluctuations constantes dans les sondages américains. Je crois que les sondages américains ont travaillé remarquablement bien pendant cette campagne. Ils ont en quelque sorte agi comme des sismographes. Ils ont bien reflété les variations de l'opinion et des intentions de vote. On a ainsi assisté pendant le mois qui a précédé l'élection à 2 revirements. Le premier, le 3 octobre, lors d'un premier débat entre les 2 candidats, Obama a été, à la surprise générale, totalement écrasé par son adversaire Mitt Romney. Et la deuxième surprise, c'est ce que les Américains ont appelé l'acte de Dieu. Vous savez qu'en anglais, on appelle acte de Dieu une catastrophe naturelle. C'est un terme qu'emploient les assureurs pour dire on n'y peut rien, n'est-ce pas? C'est un acte de Dieu. Mais évidemment, la formule peut être entendue de plusieurs façons. Et il s'est passé que la catastrophe Sandy, dont peut-être en Europe, on ne sait pas exactement représenter l'ampleur. C'est une catastrophe qui, en fait, a été beaucoup plus
terrible pour les États-Unis que l'affaire Katrina d'il y a quelques années. Il y a eu au total environ 100 millions d'Américains qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre par Sandy, et il y a eu plusieurs millions d'Américains qui se sont retrouvés littéralement sans abri, au moins de manière provisoire. Cette affaire, curieusement, aurait pu jouer contre le président parce que, en fait, le niveau des secours et de l'assistance fédérale n'a pas été plus convaincant en 2012 qu'il n'avait été pour l'affaire Katrina quelques années auparavant, mais psychologiquement, il a joué en faveur d'Obama, c'est incontestable. On a vu dans les sondages, soudain, l'image d'Obama se redresser, et ça a été très important pour sa victoire finale. Ceux qui regardaient attentivement ces fameux sondages tout au long du premier mandat d'Obama ne pouvaient pas être totalement surpris du résultat final. En effet, si la popularité d'Obama n'a pas été constante pendant le premier mandat, si cette popularité a commencé à décliner assez vite et finalement à décliner fortement, elle n'a jamais revêtu les formes d'un effondrement total, comme cela avait pu se passer, par exemple, pour le président Carter à la fin des années 70. Le président Obama n'est jamais descendu en dessous de 45 à 47% d'opinion favorable aux États-Unis, alors même que quelque chose comme 70% des Américains disaient que le pays allait dans la mauvaise direction et que quelques 70% des Américains disaient qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'action du gouvernement et qu'ils étaient très inquiets pour l'économie, pour la situation, pour la place des États-Unis dans le monde, etc., etc. Qu'est-ce qui a bien pu expliquer que Obama ait résisté en dépit de l'échec, au moins relatif, de son premier mandat? Eh bien, l'explication qui ressortait de l'analyse fine des sondages pendant 4 ans, l'explication, c'était que, à la différence d'un Carter, Obama pouvait compter de manière absolument certaine sur certaines catégories de l'opinion. Il y avait des catégories de l'opinion qui, quels que soient les résultats effectifs de son administration, continueraient à lui être favorables. Et ces secteurs de l'opinion, c'est avant tout, bien sûr, la communauté noire américaine qui a soutenu Obama à 95% en 2008 et qui l'a soutenu à nouveau à 95% en 2012, mais aussi, dans des proportions un peu plus faibles, toutes les communautés, je dirais, entre guillemets, parce qu'il faut peut-être apporter quelques nuances, mais en gros, toutes les communautés non blanches des États-Unis, toutes les communautés, si vous préférez, non WASP des États-Unis. Toutes ces communautés ont, dans une proportion d'environ 60% au minimum, voté pour Obama en 2008 et ont revoté pour Obama en 2012. Et quelquefois, on dépassait ce taux de popularité. Quand vous additionnez ces différents votes ethniques, vous aviez un soubassement de 40% à peu près, de l'opinion américaine qui, quoi qu'il se passe, quels que soient les problèmes, était décidée à voter pour Obama. En d'autres termes, nous avons assisté pendant le premier mandat d'Obama et pendant la 2e élection, nous avons assisté à une confirmation
de ce que l'on voyait déjà dans la première élection, mais qu'on n'osait pas dire, c'est qu'il y avait dans l'élection d'Obama et dans le soutien à Obama une connotation qu'il faut bien qualifier de raciale ou d'ethnique extrêmement forte. Les Américains n'ont absolument pas osé parler de cela en 2008. En revanche, en 2012, ils l'ont fait. Alors, ça s'est fait de deux façons. Quand vous êtes favorable à Obama, vous dites de façon triomphante ou triomphaliste que Obama et les démocrates ont conquis des électorats qui sont en plein dynamisme, l'électorat noir, les électorats immigrés divers, tous les électorats qui représentent ce que l'on appelle les minorités culturelles, raciales américaines. Quand vous n'êtes pas démocrate, quand vous êtes hostile à Obama, quand vous êtes républicain, vous avez tendance à parler de manière un peu plus brutale et à dire, comme je le fais si vous voulez, qu'il y a eu un vote racialisé, un vote ethnicisé extrêmement net. Donc Obama a été réélu, il a été réélu à travers un schéma de division, de polarisation de la société américaine sur des bases ethno-culturelles extrêmement explicites. On ne va pas préjuger de ce qu'Obama va faire dans son second mandat. On peut avoir un certain nombre de pistes à partir de ce qu'il a fait et dit pendant son premier mandat, et aussi à partir de son discours, du discours qu'il a prononcé au moment de sa victoire. On ne peut pas exclure qu'Obama, en définitive, essaie, ne serait-ce que pour son image dans l'histoire, d'apparaître un peu plus comme le président de tous les Américains pendant son second mandat. Mais le reste, ce qui reste absolument incontournable, c'est que sa base politique, c'est bel et bien cet affrontement entre deux Amériques, et deux Amériques qui s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre. À cet égard, j'attire votre attention sur le rôle qui a été joué par sa femme, Michelle Obama. Vous savez que beaucoup de commentateurs, et à nouveau aussi bien des commentateurs pro-Obama que des commentateurs anti-Obama, ont dit que Michelle Obama avait été un élément absolument essentiel de la victoire, qui quand même a été une victoire à l'arraché, de son mari en 2012. Il faut comprendre que Obama nous apparaît comme un noir, mais quand même, fondamentalement, un métis. Il est noir, mais il est blanc. Il peut parler de sa famille blanche. Il a reçu une éducation qui l'amène, dans certaines circonstances, à se comporter comme ce que l'on appelle en anglais un All-American President, un président représentant l'Amérique tout entière. Michelle Obama est visiblement noire. Elle est noire non seulement par son apparence, elle est noire aussi par son discours, qui est un discours beaucoup plus violent et beaucoup plus militant que celui de son mari, et parce que, d'une manière globale, son attitude, de façon en quelque sorte subliminale, sous-entend pour des catégories entières d'Américains. Dans la campagne, vous vous rappelez peut-être, il y a eu quelque chose qui s'est passé environ 8 jours avant le scrutin. 8 jours avant le scrutin, les sondages semblaient donner une légère avance à Romney. L'effet Sandy n'avait pas encore joué. On était la veille de l'effet Sandy. Il y avait, encore une fois, les instituts de sondage ne se sont pas trompés cette année. Ils ont été extrêmement, efficaces. La moyenne des sondages, telle qu'elle a été faite de manière quotidienne
par un site que je vous recommande qui s'appelle Real Clear Politics. C'est le meilleur site d'information politique américaine dont vous puissiez disposer actuellement. Ce site, tous les jours, publiait une moyenne, un average, de tous les grands sondages nationaux. Et je crois que c'est tout à fait extraordinaire de relire ces moyennes. Ces moyennes ont donné exactement ce qui s'est passé pendant toute la campagne, et en particulier le 6 novembre au matin, ont donné Obama vainqueur, approximativement dans, en quelque sorte, dans l'ampleur qui a été la sienne le soir même du 6 novembre. Eh bien, 8 jours avant, il y avait une possibilité que Romney l'emporte, peut-être de très peu, mais qu'il l'emporte tout de même. Et il y avait une vague de colère qui traversait l'électorat d'Obama, c'est-à-dire d'abord les électorats ethniques, c'est-à-dire d'abord l'électorat noir, d'abord les électorats immigrés, latinos, moyen-orientaux, etc. Une vague de colère, et on voyait circuler sur les réseaux sociaux des menaces de révolte, d'émeutes, de violence si Romney était élu. Et Obama a dit à ce moment-là, la meilleure, le mot qu'il a employé en anglais, c'est revenge, qu'on peut traduire par revanche, qu'on peut traduire par vengeance. La meilleure revanche, la meilleure vengeance, c'est d'aller voter. Ce qui est extraordinaire, c'est ce mot. Et ce mot, je crois, est un mot très important. C'est la clé de ce qui s'est passé. Il y a eu véritablement, derrière le phénomène Obama, aussi bien en 2008 qu'en 2012, il y a eu une guerre de revanche des non-blancs ou des non-WASP américains contre les blancs et les WASP. Et cela, c'était Michelle Obama qui l'a incarné auprès de son mari. Alors, bien entendu, le total des électorats non-blancs, non-WASP, si vous voulez, ne fait pas une majorité. Ce qui veut dire que Obama a eu des voix qui venaient des blancs et qui venaient des WASP. C'est très intéressant parce que nous assistons à un phénomène qui mérite tout à fait réflexion. C'est que, en fait, quand on parle de vote ethnique ou de vote racial, il existe chez les non-blancs. Mais il n'existe pas chez les blancs. Les blancs n'ont pas voté. On ne peut pas parler d'un vote racial chez les blancs, puisqu'il y a eu, en gros, quelque chose comme 40% des blancs qui ont voté quand même pour Obama. Donc il y a eu beaucoup plus d'ouverture vis-à-vis d'un président noir, d'un président non-blanc, non-WASP chez les blancs américains que, inversement, il y a eu d'ouverture chez les non-blancs et les non-WASP. Il y a toutes sortes de gens qui ont pu, à la dernière minute, voter pour Obama. Et parmi ces gens, bien entendu, il y a les Juifs américains. Alors, nous allons en parler un petit peu entre nous. Les Juifs américains avaient voté dans une proportion énorme, 78% pour Obama, en 2008. Cette fois-ci, d'après les sondages les plus sérieux, et il y a eu plusieurs sondages sérieux qui ont donné le même chiffre, les sondages sérieux indiquent qu'il y a eu 69% des Juifs américains qui ont voté pour Obama, donc il y a eu une décote quand même assez importante par rapport à 2008, mais tout de même, les Juifs américains constituent un des éléments blancs, et sinon WASP, en tout cas WASP d'honneur, les plus importants qui ont assuré la victoire, par leur rapport, ont assuré la victoire du candidat démocrate.
Il y a eu tout de même, inversement, environ 30% des juifs américains qui n'ont pas voté Obama. On est passé donc de 22% à peu près 30%. Il y a une hausse par rapport au chiffre initial de juifs républicains. Il y a eu une augmentation d'un tiers ou une augmentation de 10 points. C'est selon le calcul que vous voudrez retenir. Je crois qu'il faudrait essayer de regarder de près ces chiffres et d'essayer de comprendre ces chiffres. Le judaïsme américain, en termes électoraux, en termes de sociologie électorale, se divise actuellement en 3 groupes. Il y a 3 groupes qui ont des comportements électoraux différents, même si 2 groupes tendent à voter démocrate contre un seul qui tend à voter républicain. Alors, ces 3 groupes sont les suivants. D'abord, vous avez le groupe des vieux. Les vieux, c'est les gens comme, je suis désolé, comme vous et moi, c'est-à-dire les gens qui, en gros, ont dépassé les 55 ans, qui sont retraités. L'endroit où il y a la plus forte concentration de, entre guillemets, vieux, c'est la Floride. C'est la Floride qui est l'état des retraités juifs. Les retraités juifs de Floride, il n'y a absolument pas de juifs, sauf les... Écoutez, c'est très simple, les juifs de Floride sont soit des retraités, soit des gens qui sont là pour vendre des choses aux retraités. Voilà. Donc, ces retraités sont très nombreux. Parce que globalement, la population juive américaine est une population qui souffre de toutes sortes de problèmes et qui, en réalité, bénéficie d'une longévité, grâce à Dieu, assez importante. Donc, il y a toute une proportion de gens qui ont entre 55 ans et 95 ans et qui votent toujours. Soit qu'ils prennent eux-mêmes leur voiture pour aller voter, soit que ce sont leurs arrière-petits-enfants qui les emmènent en voiture pour aller voter. Les gens qui appartiennent à cette catégorie-là, en général, en moyenne, sont généralement des gens qui ont grandi après la guerre, qui avaient 20 ans, 30 ans à l'époque de Kennedy, de Eisenhower et de Kennedy, et pour lesquels les causes juives sont absolument essentielles. Israël est une cause absolue, une priorité absolue, mais dans leur esprit, les démocrates c'est bon pour les juifs et Israël, et les républicains c'est pas bon pour les juifs et Israël, parce que ça correspondait effectivement à une situation qui existait dans les années 50 et 60 aux États-Unis. Cette situation a commencé à changer avec le président Nixon qui était, bien que républicain, au moment de la guerre de Yom Kippour, il a quand même s'est révélé meilleur ami d'Israël, même, on le sait aujourd'hui puisque les documents classifiés ont été publiés, meilleur ami d'Israël que Kissinger lui-même, n'est-ce pas? Mais Nixon est l'homme dont l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yitzhak Rabin, avait dit ouvertement qu'il fallait voter pour lui. Voilà. En 1972. Ce qui était absolument contraire, bien sûr, à ce que l'on attendait d'un ambassadeur d'Israël, de n'importe quel ambassadeur dans un pays qui n'est pas le sien. Donc, globalement, ces gens-là sont pour les démocrates parce qu'ils sont persuadés que les démocrates, c'est toujours le parti qui est bien pour les juifs et pour Israël. Ensuite, vous avez leurs enfants. Alors, leurs enfants votent massivement pour les démocrates, mais pour des raisons totalement différentes. Ils votent massivement pour les démocrates parce qu'ils ont retenu de leurs origines juives que judaïsme et progressisme politique, c'était la même chose.
La question d'Israël est beaucoup moins importante pour eux qu'elle ne l'était pour leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Ils tendent à être très critiques vis-à-vis d'Israël, ils tendent à soutenir les organisations juives américaines nouvelles qui souhaitent faire toutes sortes de pressions sur Israël en vue de relancer le processus de paix, etc. Le point le plus important pour bien comprendre ce que c'est que cette catégorie sociale ou cet électorat en termes sociologiques, ce sont des juifs qui ne sont plus juifs. Ce sont des juifs qui, généralement, sont mariés, sont passés par des mariages interreligieux dans une proportion de plus de 50% et sont souvent maintenant dans une proportion de 30% issus eux-mêmes de mariages interreligieux. Et ils n'ont plus le lien charnel avec Israël que pouvaient avoir leurs parents ou grands-parents. C'est tellement vrai que Israël a fini par, et ainsi qu'un certain nombre de militants pro-israéliens aux États-Unis, par inventer, comme vous savez, un programme qui est très efficace, qui donne des résultats importants, qui s'appelle Birthright, et qui consiste à faciliter pour les jeunes juifs américains, essentiellement les juifs de cette catégorie, leur faciliter un voyage en Israël pour qu'un lien, en quelque sorte, concret puisse exister dans leur conscience. Vous retirez Birthright, nous avons une catégorie de juifs qui ne connaît plus du tout Israël, qui n'a plus du tout de lien, les liens affectifs importants que pouvaient avoir leurs parents et leurs grands-parents. Alors, ils vont voter démocrate, mais eux, ils votent démocrate, si j'ose dire, pour des raisons religieuses. Ce n'était pas du tout le cas pour les parents. Les parents votaient démocrate pour des raisons ethniques. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est mauvais pour nous? Et puis, c'était tout ce qu'on voulait regarder. Tandis que eux, on peut dire que c'est une manière pour eux de se donner une identité. De se donner une identité, on l'a fait à travers ce qu'on appelle le libéralisme aux États-Unis, c'est-à-dire une attitude à la fois politique et culturelle de gauche, et par le soutien au parti démocrate. La troisième catégorie sociologique dans le judaïsme américain, dans l'électorat juif américain, comprend, d'une part, la majorité de ce qu'on appelle les juifs orthodoxes aux États-Unis. Alors, je voudrais dissiper, si vous voulez, une erreur à ce sujet. Ce qu'on appelle les juifs orthodoxes aux États-Unis, ça ne veut pas dire uniquement les juifs ultra-orthodoxes, les Haredim et les Chassidim. Non. Les juifs orthodoxes, ce sont les juifs qui sont restés fidèles à un type de, disons, communautarisme juif qui est à peu près, en gros, celui de la plupart des juifs français. C'est-à-dire qu'ils vont à des synagogues où il y a un culte juif traditionnel qui continue à être pratiqué, même si à titre personnel, ils sont plus ou moins pratiquants. Mais ils sont attachés à cela parce qu'ils ont quand même l'idée que ça, c'est le vrai judaïsme. Et cette catégorie-là investit beaucoup dans l'identité juive traditionnelle, et a une conscience très aiguë du lien avec Israël. Mais à cette communauté s'ajoutent deux autres communautés. Alors, une communauté qu'on peut presque décrire comme une partie de la communauté orthodoxe, ce sont les juifs séfarades américains. Les juifs séfarades, ou il faudrait presque dire plutôt les juifs orientaux américains, sont le gros noyau de cette communauté. Ce sont des juifs qui sont venus de pays du Moyen-Orient, essentiellement la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Turquie, l'Égypte, essentiellement ces pays-là. Et il y a aussi quelques juifs qui sont venus des domaines français, il y a quelques juifs marocains, il y a quelques juifs français récemment installés aux États-Unis. Pour des raisons sur lesquelles nous n'allons pas trop discuter, les juifs séfarades ont une sensibilité vis-à-vis de l'identité juive et vis-à-vis du problème israélo-arabe qui n'est pas celle
de la plupart des juifs américains. L'autre catégorie, alors là, vraiment différente du milieu orthodoxe, qui fait partie, elle aussi, de l'électorat plutôt pro-républicain, ce sont les juifs venus de l'ancienne Union soviétique. Ils sont souvent pas religieux du tout, ils ont souvent peu de liens et peu de choses en commun avec les juifs orthodoxes, mais ils sont quand même proches des juifs orthodoxes sur un point. Ils ne peuvent pas croire une minute aux idées de gauche. C'est le problème de tous les gens qui sont venus de l'ex-URSS. Ils commencent par chercher, c'est ainsi qu'un juif russe m'avait un jour expliqué des choses, dès que lorsqu'on vient du RSS, la première chose qu'on fait en arrivant, on cherche un parti à la droite de Gengis Khan. Voilà, c'est la première chose qu'on fait. Voilà. La seule personne dans ma famille américaine qui a voté républicain en 2012 est la femme de mon deuxième frère, qui est russe. Voilà. Et pour elle, la question ne se posait même pas. Tout le reste de la famille votait démocrate, et pour elle, la question ne se posait même pas. On a beaucoup parlé du fait que les femmes seraient plus pro-démocrates que les hommes. On a beaucoup parlé du fait que les jeunes seraient plus pro-démocrates que les vieux. Je crois qu'il faut se méfier à propos de ces chiffres-là. Il faut se méfier d'illusions d'optique. Par exemple, c'est vrai que les jeunes ont plus voté et tendent à voter de plus en plus pour les démocrates. C'est tout à fait vrai. Mais la seule chose que l'on ne dit pas, c'est que les communautés non blanches ont une démographie beaucoup plus forte que la communauté blanche. Donc si vous voulez, il y a une tautologie, au moins dans une certaine mesure, lorsqu'on dit que Obama a les minorités et les jeunes. Non. Il a les jeunes parce qu'il a les minorités. Dans une certaine mesure, ça peut être aussi le cas des femmes, mais dans le cas des femmes, il est vrai qu'il y a une autre dimension, c'est que les femmes tendent à être plus dépendantes des formes diverses d'aide sociale que les hommes aux États-Unis, et par conséquent, même lorsqu'elles pourraient, sur beaucoup de plans, se sentir plus proches du programme des Républicains, elles ont tout de même peur d'une suppression de diverses catégories de programmes d'aide sociale que les Républicains ont pu soutenir à un moment ou à un autre. Il y a aux États-Unis, comme partout dans le monde développé, un nombre maintenant de plus en plus élevé de mères célibataires, de femmes indépendantes qui se trouvent, d'une manière ou d'une autre, plus dépendantes des programmes divers de protection sociale qui peuvent exister aux États-Unis. Et ceci peut jouer en faveur des partisans des programmes sociaux qui sont les démocrates et jouer contre les républicains. Obama est une personnalité passionnante. Et ce qui est encore plus passionnant à son égard, c'est qu'il a tout raconté sur lui dans un livre autobiographique qui s'appelle « Les rêves de mon père ». Ce livre a été publié avant son élection en 2008. C'était un livre qui était destiné en quelque sorte à le lancer politiquement. Vous savez que un individu qui se donne, qui prétend à un destin national, il faut qu'il soit soutenu par une légende, par ce que l'on appelle en anglais a narrative. Donc, on a fabriqué avec lui un livre
qui s'appelle les rêves de mon père. Et je dois dire que ce livre est extraordinaire. Il est extraordinaire parce que très souvent, il est très clair qu'il n'a pas écrit ce livre. Moi, j'ai écrit des livres et je peux vous dire que quelqu'un qui fait de la politique ne peut pas écrire un livre en même temps. C'est impossible. Et il n'y a pas un seul homme politique qui ait jamais écrit un des livres qui ont été publiés sous son nom. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Si, il y en a eu un, non, Churchill. De Gaulle. Churchill, nous savons aujourd'hui que tout Churchill a été écrit par des nègres, mais qu'il se relisait et qu'il mettait sa patte de temps en temps, bon, c'est tout. Celui qui vraiment a écrit personnellement, c'est De Gaulle, et celui qui a aussi écrit réellement une partie de ses livres, c'est Mitterrand, mais l'un et l'autre avaient de grandes vacances, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans la politique active, vous ne pouvez pas. Simplement, c'est tout simplement matériellement impossible, vous ne pouvez pas écrire un livre, mais en revanche, vous pouvez coopérer avec celui qui écrit ce livre. Et ce livre est tout à fait stupéfiant. Stupéfiant parce que ce livre est un aveu monumental. Un aveu monumental. Un aveu monumental. Je n'ai pas dit un aveu monumental, j'ai dit un aveu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, je m'empresse de dire que ce n'est pas il n'avoue pas des forfaits atroces, etc. Simplement, il donne la clé de sa personnalité et donc la clé de sa politique. Et donc la clé de ce qu'il a fait arriver au pouvoir et de ce que probablement il fera tant qu'il sera au pouvoir. La première chose qui est très claire à travers ce livre autobiographique, c'est que le fameux père qui est mentionné dans ce livre et dont il a été énormément question en 2008 et dans la géographie qui a entouré Obama depuis 4 ans, ce fameux père qui est censé être un étudiant kényan qui épouse sa mère à Hawaï, et vous savez bien entendu tous les débats qu'il y a eu aux États-Unis parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'acte de naissance du petit Obama. Donc, ce père qui est dans le titre, Obama dit ouvertement que ce père n'existe pas. Il écrit, j'ai consacré un chapitre entier de ce livre-ci pour raconter, avec des citations appropriées, ce que je vous dis maintenant. Il explique que, par exemple, il n'y a aucun souvenir du mariage de ses parents qui lui était transmis. Ni un récit de la cérémonie du mariage, ni une photo, ni un carton d'invitation, ni des propos de sa mère ou de membres de la famille racontant comment le mariage s'est passé. Rappelons un peu les faits. La mère d'Obama appartient à une famille blanche, hawaïenne. Quand je dis hawaïenne, non pas hawaïenne au sens de tahitienne, si vous voulez, mais hawaïenne au sens de résidente de l'État d'Hawaï. Originaire je crois, de l'État du Kansas, dans la mesure où ça a la moindre importance, et surtout, et ça c'est le point le plus important, une famille culturellement et politiquement d'extrême gauche. C'est-à-dire une famille située tout à fait en marge de la société américaine des années 60. C'est une famille, pas de vrais intellectuels, mais de gens qui se frottent un peu de choses intellectuelles et qui
qui fréquentent leur entourage, ce sont des gens soupçonnés de communisme, et il y a pas mal également de Noirs qui sont dans ce milieu. Et le père d'Obama est un étudiant kényan, connu pour être très cavaleur, pour avoir eu un nombre considérable de liaisons avec toutes sortes de jeunes filles, et qui a un problème concernant le renouvellement de son permis de séjour aux États-Unis. Ce qui est clair, c'est que la mère d'Obama est enceinte et que le bébé qui va naître est un bébé métis. C'est un bébé, visiblement, qui a eu un père noir. En lisant attentivement Obama, en voyant comment il parle de son père supposé, on arrive à la conclusion presque évidente que le père supposé n'a jamais été son père, que sa mère s'est trouvée être enceinte d'un noir et qu'un mariage a été arrangé pour donner un vernis de respectabilité à la naissance de cet enfant. Donc un arrangement s'est trouvé avec cet étudiant qui avait besoin lui aussi de cet arrangement, mais ses parents, selon Obama lui-même, n'ont jamais vécu ensemble. Jamais. Ils n'ont jamais vécu ensemble et en fait, un divorce a été officiellement prononcé moins de 2 ans plus tard. Et la mère d'Obama est allée vivre en Indonésie comme représentante d'une administration américaine de coopération. Et là, elle rencontre un Indonésien qui, lui, est de bonne famille, un intellectuel, et il semble être un homme charmant et très ouvert. Et donc, en fait, la prime enfance d'Obama se passe en Indonésie, dans un foyer américano-indonésien, sans doute très ouvert, bien que la mère d'Obama soit athée, comme je vous ai dit, un milieu en fait communisant, n'est-ce pas? Elle ne voit pas d'objection à ce que le jeune Obama soit élevé en Indonésie comme un petit musulman. Je m'empresse de dire que, contrairement à ce qui a pu être dit par ailleurs, il n'est jamais allé dans une école intégriste musulmane, d'abord parce que l'intégrisme n'est pas très implanté en Indonésie et certainement pas à Jakarta. Il est allé dans une école musulmane relativement appartenant à un courant assez libéral de l'islam. Visiblement, il est très heureux. Il est très heureux. Il est très heureux, il accepte très bien son identité. Sa couleur de peau ne pose pas de problème en Indonésie. Comme vous le savez sans doute, il y a des Noirs en Indonésie, puisqu'une partie de la population indonésienne est mélanésienne. Donc, ça ne choque pas du tout que quelqu'un ait une peau plus foncée, des traits noirs, en quelque sorte. Une petite demi-sœur naît, fille de sa mère et du second mari indonésien. Et quand il a 10 ans, sa mère divorce. Alors là, c'est un vrai divorce, puisqu'elle a réellement vécu avec ce second mari. Il y avait une maison, il y avait un foyer, mais elle divorce. Pour une raison ou pour une autre, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens peuvent être amenés soit à se marier, soit à divorcer. Et donc, il rentre aux États-Unis avec sa mère. Et il raconte très bien que c'est comme si le ciel lui était tombé sur la tête, comme si le ciel s'était cassé en 1000 morceaux. Il revient aux États-Unis à la fin des années 60, c'est-à-dire dans une période d'extraordinaire effervescence et violence aux États-Unis, où la question raciale est la question numéro 1, même si sur le plan de la législation,
on vient de voter les lois sur les droits civiques et donc on vient de mettre en marche la machine de l'intégration. Mais il n'en reste pas moins que la question raciale est terrible aux États-Unis. Il n'est pas préparé à cela. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas s'il est du côté de sa mère, s'il est blanc comme sa mère, s'il est noir, s'il est indonésien, s'il est musulman, s'il est chrétien. Il ne sait pas qui il est. Et il raconte comment, à l'âge entre 15 ans et 18 ans, il sombre, ce qui est tout à fait presque logique, n'est-ce pas? Il sombre dans l'alcoolisme puis la drogue. Il le raconte avec beaucoup de candeur, beaucoup de courage. Et comment va-t-il sortir de tout cela? Alors, les choses ne sont pas évidemment dites dans son livre de façon trop appuyée, mais il mentionne des gens et il mentionne des organisations. Il se passe qu'il va être pris en main par des gens qui appartiennent à l'aile ultra-gauche du Parti démocrate américain, parmi lesquels beaucoup de Noirs et pas mal de Juifs aussi, des Juifs communistes. En fait, il s'agit de la branche crypto-communiste du Parti démocrate américain. Et en particulier, il mentionne un personnage qui a l'âge de son grand-père et qu'il présente assez clairement comme une sorte de mentor, de père de substitution. Et c'est cet homme qui va en fait le diriger vers Chicago, où il va avoir son véritable parcours. Son véritable parcours va commencer, son parcours d'activiste noir américain. Disons qu'il y a des présomptions très fortes pour dire que cet intellectuel noir pourrait bien être en fait son père véritable. C'est une hypothèse qui a été soulevée, qui a pour elle énormément d'arguments. Bien entendu, on n'a pas fait, à ma connaissance, de recherche ADN, ni entre lui et son père supposé, ni qu'il ne revoit d'ailleurs qu'une seule fois un bref entretien lorsque son père supposé essaie de rentrer aux États-Unis et donc essaie de rencontrer son fils pour l'aider à rentrer aux États-Unis. C'est la seule rencontre de son père supposé. Il ne commencera à rendre visite à la famille de son père supposé au Kenya que lorsqu'il commence à jouer un rôle politique et qu'il a besoin de se construire une identité. Mais si vous voulez, ce qui est important, ce n'est pas de savoir si cet intellectuel noir est son véritable père ou pas. Ce qui est indiscutable, c'est que c'est l'homme qui va le brancher, qui va l'envoyer dans une certaine direction, qui va l'envoyer à Chicago dans un milieu de militants noirs qui, le système politique américain étant ce qu'il est, milite au sein du Parti démocrate, mais qui, en fait, constitue au sein du Parti démocrate une extrême gauche crypto-communiste. Obama se retrouve à Harvard et il devient même le directeur de la revue de droit d'Harvard. Bon, disons les choses brutalement, nous sommes dans un scénario pur et simple de discrimination positive. En tant que directeur de la revue de droit d'Harvard, une revue extrêmement prestigieuse, il n'a rien fait. Il n'a pas écrit un seul article de droit publié dans cette revue, ce qui est quand même assez étonnant. Quand vous êtes directeur de cette revue,
vous arrangez quand même pour publier un texte, même médiocre, mais enfin qui aurait été publié à cet endroit. Et en fait, on le retrouve bientôt, rapidement, dans ce qui est sa base politique, c'est-à-dire Chicago. Il rencontre Michelle Obama, qui est une militante comme lui. Il raconte qu'à travers Michelle Obama, il s'identifie aux Noirs américains, alors que jusqu'à cette rencontre, il s'identifiait beaucoup plus, disons, à l'extrême gauche américaine qu'aux Noirs américains. Il raconte comment, avec sa femme, ils se mettent à fréquenter une église noire très militante, dont on a découvert avec le temps que c'était une église qui était tellement militante qu'en fait elle était raciste, antisémite, etc. Donc maintenant, les Obama n'appartiennent plus à cette église, mais ils ont quand même fait partie de cette église extrêmement longtemps. Et finalement, il y aura une mise en orbite d'Obama. Vous savez qu'il a été candidat à la présidence des États-Unis alors qu'il vient d'être élu sénateur, qu'il est dans son premier terme de sénateur. Il faut bien comprendre que normalement, quand quelqu'un qui vient d'être élu sénateur et il se porte candidat pour la présidence des États-Unis, normalement on lui rit au nez aux États-Unis. Mais on ne va pas lui rire au nez, ce qui veut dire que cette candidature a été planifiée et qu'on a voulu que cet homme soit élu. Alors, quand je dis que cette candidature a été planifiée, elle a été planifiée, à mon avis, et quand mon avis n'est que le reflet, bien entendu, de l'avis et des études de beaucoup d'experts de la politique américaine, je pense qu'elle a été planifiée par deux catégories de gens. D'une part, le milieu crypto-communiste très important qui fait toute sa carrière, et il y a des personnes issues de ce milieu qui continuent à faire partie de son cabinet jusqu'à ce jour. Mais d'un autre côté, il y a des gens infiniment plus puissants, infiniment plus riches. Il y a un certain nombre de sponsors du Parti républicain, de gens qui se servent du Parti démocrate, qui se servent du Parti démocrate pour défendre un certain nombre d'intérêts globaux. Vous savez que les milliardaires américains, les millionnaires américains, leur véritable pouvoir passe par tout un jeu de fondations qui crée ce qu'on appelle un soft power, qui est tout à fait considérable. Et donc, de même que Carter, nullissime politicien de troisième catégorie, avait été pratiquement créé sur ordinateur par le fameux Zbigniew Brzezinski qui travaillait pour la fondation Carnegie. De la même façon, on sait qu'un certain nombre de fondations américaines, y compris la fondation Soros, cherchaient quelqu'un et ont fabriqué cet homme. Ils cherchaient quelqu'un à partir justement de ces chiffres qui reviennent aujourd'hui, qui sont si importants aujourd'hui, c'est-à-dire la montée des votes noirs, latinos, etc. Donc, en fonction de ça, on cherchait une personnalité qui puisse être fédératrice. Vous vous rappelez la primaire de 2008. Essentiellement, il y a eu un affrontement entre Obama et Hillary Clinton. À la surprise générale, Hillary Clinton, qui était soutenue par l'establishment démocrate et notamment par les juifs démocrates, a été battue par Obama, l'outsider. Et ensuite, il y a eu un réflexe malgré tout, il faut gagner cette élection, de l'ensemble des démocrates qui ont fait bloc autour d'Obama. Revenons à la politique qui découle de son profil. Il l'a dit de manière très claire dans ce fameux livre, Les rêves de mon père. Son rêve, c'est une nouvelle Amérique. C'est une Amérique qui ne soit plus l'Amérique historique, c'est-à-dire l'Amérique dont le cœur est blanc, européen,
chrétien ou judéo-chrétien, mais c'est une Amérique qui va non seulement intégrer les Noirs, mais où finalement le multiculturalisme va se généraliser. C'est une Amérique qui va représenter le monde, et si possible, le tiers-monde, et qui ne va plus être strictement chrétienne. Il est possible qu'il y ait dans Obama, quelque part, une volonté inconsciente de, de faire une synthèse de ces deux identités. Il a eu une identité musulmane, il a incontestablement été élevé en petit musulman pendant les 10 premières années de sa vie. C'est incontestable, même si ce n'était pas en musulman intégriste. Et d'ailleurs, il l'a dit dans son fameux discours du Caire. Il a dit qu'il savait ce que c'était que l'islam parce qu'il avait été élevé. Alors, c'est très compliqué cette affaire parce que normalement, c'est une provocation vis-à-vis des musulmans. Puisque quand vous êtes musulman, vous n'avez plus le droit de ne plus l'être. Alors, quelle est en fait sa manière de dépasser cela? Il est devenu chrétien, mais avec sa femme Michel, mais à travers une église chrétienne très militante. Son idée, en fait, peut-être inconsciente, c'est de faire un syncrétisme de l'islam et de ce néo-christianisme des Noirs américains ou des Latinos, ou en tout cas un christianisme qui n'a plus rien à voir avec le christianisme blanc. C'est ça qui semble quelque part être dans son subconscient. Un subconscient qui s'exprime encore une fois par des mots comme ceux qu'il a pu prononcer dans son discours du Caire. Et son projet politique est donc de faire un nouveau casting pour l'Amérique dans le monde et pour l'Amérique vis-à-vis des Américains. Et c'est ça le vrai cœur de son projet. Alors, à partir de là, il faut essayer de voir quelles sont les implications d'un tel projet aussi profond par rapport à la question qui nous préoccupe. Je crois que sur ce plan-là, nous sommes tous proches des vieux juifs américains. La question d'Israël, du peuple juif, est-ce que c'est bon pour nous, est-ce que c'est pas bon pour nous? Je dirais ceci. Sans vouloir peindre toute l'Amérique en rose, il est quand même évident, surtout vu d'Europe, que l'Amérique n'a pas eu tout à fait la même attitude vis-à-vis du judaïsme et vis-à-vis d'Israël que l'Europe et que la plupart des autres pays dans le monde. Nous sommes quand même frappés par le fait qu'aujourd'hui, et alors même qu'une partie des juifs américains se désagrègent en tant que soutien d'Israël, nous sommes frappés de voir que l'Amérique reste ce que l'Europe était il y a 40 ans, c'est-à-dire pro-israélienne sans même se poser de questions. Cela tient, entre autres choses, à ce qu'a été jusqu'à présent le narrative, le mythe fondateur de l'Amérique elle-même. L'Amérique, son mythe fondateur est un mythe protestant, c'est un mythe biblique. L'Amérique se voit comme la nouvelle terre promise, le nouveau peuple de Dieu qui va vers la nouvelle Jérusalem. Ce type d'attitude aurait pu conduire à un rejet des Juifs comme n'étant plus les vrais Juifs, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle la théologie de la substitution dans le monde chrétien européen. En Amérique, ça aboutit à autre chose, ça aboutit au contraire à l'idée que Israël, finalement, c'était comme l'Amérique. Quand vous retirez ce soubassement culturel, quand vous retirez en quelque sorte Charlton Heston de la mémoire américaine, la raison d'être de manière automatique pour Israël disparaît. On se met à regarder Israël autrement. Alors ce que je pense, c'est que même si Obama n'est pas un ennemi actif d'Israël, les changements
qu'il entend imposer, et qu'il entend imposer parce que c'est vraiment son rêve. Ce n'est pas le rêve de son père, c'est le rêve du père qu'il veut inventer. Donc c'est son rêve, c'est le cœur de lui-même, de Barack Hussein Obama. Donc, ce rêve-là amène à couper le lien vital qu'il y a entre l'Amérique et Israël, à terme. J'ai bien dit, même si Obama n'est pas un ennemi d'Israël. Nous sommes obligés de parler de son premier mandat. Son premier mandat a été marqué par une coupure en deux. Il y a eu les 2 premières années, ou pour être tout à fait exact, quelque chose comme les 20 premiers mois, et ensuite la suite de son premier mandat. Pendant les 20 premiers mois, l'administration Obama a été une administration anti-israélienne. Elle a continué à coopérer avec Israël sur un certain nombre d'acquis, comme la coopération stratégique qui était mise en place depuis très longtemps. Obama ne l'a pas fait parce que vous aurez observé qu'il y a eu chez Obama, de manière constante, et quel que soit le champ de bataille, une volonté très nette de coopérer avec l'establishment militaire américain. Alors qu'il a créé sa campagne, sa personnalité politique en s'opposant à la guerre en Irak et en Afghanistan au début des années 2000, finalement, il est allé jusqu'au bout de la guerre d'Irak et il continue la guerre d'Afghanistan. Il est quand même l'homme qui s'est fait filmer dans la salle de guerre de Washington en train de pratiquement de faire exécuter Obama. C'est énorme. C'est quelque chose d'absolument énorme. C'est énorme. C'est énorme. Si un jour, n'est-ce pas, Dieu ne plaise, mais si un jour les islamistes ou les néo-marxistes prennent un jour, contrôlent un jour le tribunal pénal international, il peut être jugé pour avoir décrété un assassinat, un pur assassinat. C'est absolument énorme comme chose. Il a fait ça parce que c'est une constante que nous avons vue chez lui. Il n'a pas voulu entrer dans le moindre conflit avec l'establishment militaire. Qu'il ait eu des conflits avec certains chefs militaires, c'est un autre problème, mais il a joué la carte de l'establishment militaire américain. Donc il l'a joué également sur le plan du maintien de la coopération militaire avec Israël. En revanche, les 20 premiers mois ont été des mois de confrontation avec le gouvernement légitimement élu d'Israël, ont été des mois de légitimation de la cause palestinienne, de la cause musulmane, de la cause arabe. Tout cela s'est arrêté brutalement à l'été 2010 parce que les sondages lui indiquaient que les Juifs américains, qui étaient quand même un élément important de sa majorité et aussi un élément très important de son fundraising, était en train de déserter massivement. Et il s'est arrêté net. Et ensuite, il a eu une nouvelle politique, depuis l'été 2010, consistant à réapparaître comme un ami d'Israël, de manière à reconquérir au moins ces Juifs dont le cœur est démocrate et qui ne savaient plus à quel sein se vouer, n'est-ce pas? Comment Obama va se comporter maintenant? Nous avons son premier discours après sa réélection. Et c'est un discours qui n'est pas tout à fait réjouissant, parce qu'il y a énormément de platitudes, mais ça n'importe quel homme politique. Il y a toujours un discours politique, c'est 90% de platitudes. Comme me disait un de mes amis médecins un jour, il y a 90% de tissu conjonctif inerte dans un discours politique. Et ensuite, bon, il y a une ou deux idées qui peuvent apparaître. Nous voyons réapparaître dans son discours les thèmes de son fameux rêve.
lorsqu'il déclare par exemple qu'il s'engage à faciliter l'immigration aux États-Unis, cela veut bien dire que l'un de ses projets essentiels est quasiment le changement de couleur ou d'ethnicité, comme on dit en anglais américain, des États-Unis. Ce qui est très important aussi, c'est la petite phrase qui conclut son discours, une phrase tout à fait étonnante, dans laquelle il dit que l'Amérique, dans cet ordre-là, est destinée à être un pays où les Noirs et les Blancs, je ne sais plus, ça se termine par en anglais, il dit les gays et les straights, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est très difficile à traduire en français, il faudrait dire les gays et les hétéros, n'est-ce pas, des choses comme ça. Il y a une espèce de volonté de renverser l'ordre normal et naturel pour les Américains de présenter les choses. Déjà, en ce sens, son premier discours après sa réélection est une réplique de son discours au moment d'inauguration, discours extrêmement choquant où il avait cité les musulmans américains avant les juifs, par exemple. Alors que, statistiquement, il y a toujours plus de juifs que de musulmans aux États-Unis et que l'habitude était traditionnellement de faire passer les juifs tout de suite après les chrétiens aux États-Unis dans les paroles officielles. Donc, je pense que le projet d'Obama reste en place, que c'est un projet qu'il va essayer de mener avec une certaine prudence. Pourquoi? Parce que, pour l'instant, il a deux obstacles constitutionnels devant lui. Le premier obstacle, c'est que la Chambre des représentants, qui est un élément très important de la Constitution américaine, est toujours à majorité républicaine. Et que, deuxièmement, la Cour suprême est toujours à majorité républicaine. Vous savez que les membres de la Cour suprême sont nommés à vie. Autrefois, on comptait sur une bonne griffe pour faire un changement, mais il se trouve que les juges de la Cour suprême sont comme les juifs américains, dans la possibilité. Il est possible, oui, c'est vrai. Traditionnellement, depuis environ une soixantaine d'années, il y a toujours un juif ou une juive à la Cour suprême américaine. Ce sont là deux obstacles très importants, d'autant plus qu'il va être à nouveau jugé dans 2 ans. C'est ça la beauté de la démocratie américaine, on vote tous les 2 ans. Et donc dans 2 ans, on a à nouveau les élections, ce qu'on appelle les midterms. Si à nouveau il y a un sursaut républicain, si par exemple l'économie ne s'améliore vraiment pas aux États-Unis, on peut se retrouver dans la situation de 2010, non seulement avec le maintien d'une Chambre des représentants républicaine, mais aussi peut-être avec un Sénat qui bascule. Donc, je pense que pendant au moins 2 ans, Obama est contraint à une très grande prudence. Il a montré dans son premier mandat qu'il faisait des erreurs, mais qu'il était capable de se reprendre en main et d'être patient. Mais j'insiste sur cette idée, nous avons quelqu'un dont les lignes de force sont très, à mes yeux, dangereuses pour le peuple juif et pour la relation entre les États-Unis et Israël. C'est également mon opinion que nous avons quelqu'un dont la politique est en fait dangereuse pour les États-Unis et pour le reste du monde. Je terminerai par une petite remarque. Il y a eu beaucoup de cris de joie indécents dans un certain nombre de milieux qui ont dit que la victoire d'Obama allait amener immédiatement la chute de Netanyahou en Israël. Premièrement, c'est parler de façon un peu légère de la démocratie israélienne. Finalement, ce sont les Israéliens qui élisent
leurs députés, par voie de conséquence leur Premier ministre. Mais ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que, en fait, Netanyahou a été beaucoup plus prudent et politique vis-à-vis d'Obama, on veut le dire, et qu'en particulier, s'il ne pouvait pas ne pas manifester une certaine amitié vis-à-vis de Romney, qui était un ami ancien, s'il ne pouvait pas ne pas accueillir avec une certaine chaleur Romney qui est venu en Israël, tandis qu'Obama ne l'a pas fait, en revanche, il n'a pas pris position, contrairement à ce qui a été dit, contre Obama, et il a même laissé celui qui est maintenant son partenaire, Avigdor Lieberman, se déclarer pour Obama. Donc, je crois que les choses sont beaucoup plus subtiles qu'on veut le dire. Néanmoins, dans la crise, dans la guerre actuelle, je m'interroge. Vous savez que Obama a déclaré son soutien à Israël dans son droit à l'autodéfense contre le Hamas, mais qu'il a également dit qu'il ne souhaitait pas une offensive terrestre. Ce qui signifie clairement qu'il exerce une pression sur Israël pour ne pas faire d'offensive terrestre. Je ne sais pas ce que les Israéliens décideront à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi une offensive terrestre n'a pas été faite en 2009, ni pourquoi à ce jour il n'y a pas eu d'offensive terrestre. Ce qui est clair, c'est que si l'on veut qu'il n'y ait plus de rampe de missiles à Gaza contre Israël, c'est presque impossible à faire sans une occupation effective du terrain. Il est possible qu'Israël ne puisse pas le faire, ou que l'état-major israélien ait considéré que le prix à payer était trop élevé. C'est une possibilité. Mais je trouve très grave que le président américain se prononce d'une façon très veloutée, n'est-ce pas, a priori, contre une telle offensive. Je vous remercie de votre attention. En gros, on peut dire que le dôme de fer, c'est 55. C'est-à-dire que les Israéliens, la technologie et notamment l'aspect de haute technologie, c'est-à-dire les logiciels qui commandent ces batteries, c'est presque exclusivement conçu et sans cesse amélioré en Israël. En revanche, il est vrai que les batteries en tant que telles, au départ, ce sont des batteries américaines qui existaient déjà, qui ont été considérablement développées. Vous savez, la préhistoire du dôme de fer, c'est la guerre des étoiles de Reagan. Bon. Cette guerre des étoiles, dont on s'est beaucoup moqué à l'époque, en réalité a suscité énormément de recherches et énormément de résultats. Par exemple, tout le monde parle des drones aujourd'hui. Les drones n'étaient qu'une possibilité théorique qui avait été mentionnée au moment de la guerre des étoiles, qui a été une possibilité qui a été longtemps traitée par le mépris, mais qui a été développée notamment par les Israéliens, qui ont été tout à fait pionniers et leaders en la matière. C'est exactement la même chose sur le dôme de fer. La préoccupation de créer des batteries missiles anti-missiles est une partie intégrante de ce qu'on appelle la défense spatiale américaine, enfin des projets divers de défense spatiale qui ont fait partie de la recherche militaire américaine depuis Reagan, c'est-à-dire maintenant depuis quelque chose comme une trentaine d'années. Donc, dans ce cadre-là, les Américains ont accepté de coopérer avec les Israéliens et notamment d'apporter des aides diverses, soit en fournissant à Israël des batteries de missiles qu'ils avaient déjà créées, quitte à les faire développer et améliorer en Israël,
Et par ailleurs, les Israéliens étant dans une situation tout à fait exceptionnelle de pouvoir, au lieu de travailler en laboratoire, mesurer jour après jour l'impact live, si vous voulez, de ces batteries, les Israéliens ont donc beaucoup travaillé. Donc le dôme de fer est quelque chose qui est une co-entreprise américano-israélienne. On peut dire que le tranchant de l'opération aujourd'hui est plutôt israélien. C'est les Israéliens qui apportent vraiment ce qui est décisif en matière de concession et de système qui commandent ce type d'engin. Ce que l'avenir nous réserve, personne ne le sait. Il est possible que les Américains reprennent le dôme de fer maintenant qu'il a prouvé son efficacité. Il faut quand même se représenter ce qui se passe depuis quelques jours en Israël. C'est-à-dire que normalement, sans le dôme de fer, notamment sans les versions mises à jour du dôme de fer, nous aurions déjà maintenant des immeubles éventrés à Tel Aviv. C'est bien cela qu'il faut se représenter. On vous dit que le dôme de fer a détruit environ 25% des missiles envoyés sur Israël. Il faut savoir que le dôme de fer ne s'occupe que des très gros missiles. Délibérément, on n'a pas à ce jour créé de dôme de fer pour les petits missiles parce que ça coûte horriblement cher, que les petits missiles, finalement, pour la plupart d'entre eux, ne touchent rien et que leur trajectoire est complètement aléatoire et qu'il faudrait pratiquement mettre la moitié du budget de la défense d'Israël pour couvrir tout le pays, avec en plus le problème d'une modernisation constante des missiles. Donc on ne fait jouer le dôme de fer que pour les missiles importants et à longue portée. La réalité est que il n'y a pas 25% de ces missiles-là qui ont été détruits, mais on arrive à quelque chose comme 80% de ces missiles qui ont été détruits. Et grâce à Dieu, ceux qui n'ont pas été détruits jusqu'à présent se sont perdus dans divers endroits. Voilà. Pour la plupart. Maintenant, quant à votre remarque sur les États, vous avez raison. Ça fait partie de la Constitution américaine parce que c'est une constitution fédérale. À l'origine, chaque État avait la même voix. Donc, on votait dans chaque État, et chaque État, petit ou grand, avait la même voix. À un certain moment, les idées libérales ayant fait leur chemin, on a estimé que c'était injuste et qu'il fallait compenser cela par la population de chaque État. Donc, les États ont un nombre de grands électeurs en fonction de leur population. On a frôlé à plusieurs reprises une situation où un président ou un candidat était vainqueur dans ce qu'on appelle le vote populaire, c'est-à-dire les voix des citoyens, mais perdait au niveau des États. Ça a été l'enjeu de la dispute sur la Floride en 2000 entre Bush et Al Gore. Et certains craignaient une situation de ce genre en 2012. Finalement, l'avance d'Obama a été incontestable et fait qu'il n'y a pas eu de problème puisqu'il a été majoritaire en... Voilà. Oui. Merci. Un petit clin d'œil à la France. Je voudrais savoir si, comme vous nous l'avez bien expliqué, finalement, c'est Sandy qui a aidé, qui a servi de tremplin, qui a sauvé Obama. C'est le déluge qui a sauvé Obama. Et je voudrais savoir, parce que ça lui a redonné, ça lui a permis de monter sur un piédestal et retrouver son rôle de président qu'il avait perdu. Et mon petit clin d'œil à la France est dans cette question-là. Est-ce que vous pensez, même si ce n'est pas évidemment le même genre de catastrophe, que si Sarkozy, en France, avait su, et pardonnez-moi l'expression, surfer sur la tragédie, la catastrophe, l'horreur de Toulouse, il aurait pu arriver au même résultat que Obama. Ça, c'est ma première question, c'est le petit clin d'œil à la France. La deuxième, elle est beaucoup plus inquiétante. Vous nous avez expliqué, avec force détail,
et moi ça m'inquiète énormément, que finalement, ce qu'a construit Obama, c'est ce qui se passe déjà à l'ONU, et c'est un sujet que vous connaissez très bien, et j'ai beaucoup appris de vous, c'est ce que vous appelez la majorité automatique. Et je voudrais savoir si ce syndrome, si ce virus, cette maladie qui est la majorité automatique et qui permet de voter que la Terre est plate à la majorité, ne peut pas finalement, ou n'est pas finalement, en train de se construire aux États-Unis, et que finalement, comme vous nous l'avez aussi expliqué ce soir, alors qu'il a échoué dans la majorité de ses engagements, qu'il s'est couché devant l'armée, qu'il n'a pas respecté un des engagements les plus forts qu'il avait pris, qui était celui de fermer Guantanamo, qu'au niveau économique, il a échoué, qu'au niveau de la réforme sociale, il n'a pas pu la mettre. Eh bien, il a été réélu quand même, parce qu'il a mis en place, il a su surfer sur ces vagues ethniques, sur ces vagues ethniques, de façon à se construire un vote automatique. Et je voudrais savoir, d'abord, si vous partagez cette analyse, si c'est effectivement ce qui est en train de se construire, et si oui, est-ce que ce n'est pas un phénomène que l'on est en train de construire, de découvrir en France aussi? Alors, sur la question de savoir si Toulouse n'avait pas été une sorte de Sandy pour Sarkozy, je pense que oui, mais que c'est un Sandy qui a profité à Sarkozy. Simplement, Sarkozy venait de trop loin, était tombé trop bas. Il a redressé considérablement sa position, puisque finalement, l'élection finale, il y a eu quand même un écart assez faible entre les deux candidats. Mais tout simplement, le handicap était extraordinairement lourd pour Sarkozy. Le problème de Sarkozy était que son propre parti ne croyait plus en lui. Alors, aujourd'hui, Sarkozy est populaire par contraste avec ce que nous avons, mais la réalité, il faut s'en souvenir, c'est qu'il avait perdu tout crédit parmi ses propres partisans. Maintenant, la comparaison que vous faites entre la France et les États-Unis, à mes yeux, est une comparaison totalement valide. L'élection de Hollande, dans une très large mesure, s'est déroulée d'une façon qui rappelle les deux élections d'Obama aux États-Unis. Nous avons en France aussi une coalition de ce qu'on pourrait appeler les néo-français pour prendre le pouvoir, avec la participation d'une partie des paléo-français, si vous voulez. Nous sommes dans un schéma du même ordre. Et de la même manière qu'aux États-Unis, on a pu être surpris par le fait que des gens qui n'ont pas vraiment connu le racisme aux États-Unis, qui ont vraiment bénéficié du système américain à 100%, simplement, je pense par exemple aux hindous installés aux États-Unis depuis à peine une trentaine d'années, n'est-ce pas ? Généralement, c'est des gens presque aussi intelligents que les juifs et les asiatiques, et qui, je me rappelle avoir été dans un dîner chez un Indien, un hindou américain à Washington, et il nous a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, évidemment, mais c'est une histoire qu'il a racontée à table, que je mangeais chez lui sans problème, c'était complètement végétarien. Donc il nous a raconté que son fils lui avait posé la question, Dad, are we Jewish too? Et il avait répondu, No, my son, we're the next best. Ça veut dire non, les très bons juste après. Donc même ce milieu a voté pour Obama. Alors vous avez ça aux États-Unis, et en France vous avez un phénomène inquiétant, étrange, qui s'est matérialisé avec l'arrestation de ce converti à l'islam à Strasbourg, d'origine antillaise. Pourquoi? Mais c'est une réalité. Il y a une réalité effarante, mais c'est la réalité. Il se trouve que les non-blancs
ceux qui se perçoivent comme non-blancs, non-blancs aux États-Unis, appelons-les, si vous voulez, non-gaulois en France, ont tendance à faire bloc politiquement, et nous entrons dans un jeu politique qui n'a plus rien à voir avec celui que nous avons connu dans le passé. Alors, juste pour rebondir, une petite question. Jusqu'à quel moment les gens américains, les créateurs des États-Unis, en gros, vont-ils accepter vont-ils accepter cette domination qui monte des hispaniques et des noirs? Jusqu'à quand? Bien que respectant le jeu démocratique. Écoutez, moi je vous dirais simplement ceci, c'est qu'en 2008, le sujet était absolument tabou. Il était absolument tabou. On ne pouvait pas en parler. J'ai vu dans l'invitation qui vous a été envoyée qu'un autre conférencier avait parlé des États-Unis récemment devant vous et qu'il avait notamment parlé de la John Birch Society en la présentant comme quelque chose de tout à fait épouvantable et de très puissant. La John Birch Society est certainement pas aussi puissante qu'on le dit, mais je voudrais indiquer une chose, c'est que la John Birch Society, qui a pu être hostile à l'intégration dans les années 60, il y avait beaucoup d'Américains qui ne voulaient pas de l'intégration telle qu'on l'a pratiquée à ce moment-là, la John Birch Society, comme absolument n'importe quelle organisation américaine, à l'exception du Ku Klux Klan, n'a jamais osé le problème en termes raciaux. Maintenant, on arrive dans ce sont certains états clés qui créent la différence. Je pense il y a un vote hispanique, excusez-moi. Je pense que c'est le gros problème. Est-ce que ces blancs vont l'accepter? Les fondateurs des États-Unis vont-ils accepter très longtemps? La différence, c'est que maintenant, on en parle et que je ne sais pas du tout comment les choses, comment cela va se traduire, mais on en parle. On a commencé. Donc ce n'est plus tabou. Donc le tabou a été levé. Voilà. Lorsque vous disiez toujours à propos de cette nouvelle Amérique qui est en train de naître, est-ce que l'Amérique, par rapport à Israël, n'a pas encore besoin d'un allié sûr au Moyen-Orient? Est-ce que Israël n'est pas une base avancée de l'Amérique au Moyen-Orient? Est-ce que ce n'est pas important pour l'Amérique de garder ce pied au Moyen-Orient? C'est un argument que font valoir les pro-israéliens aux États-Unis. Et c'est un argument qui est très largement fondé. Il est certain qu'Israël est strictement le seul pays de la région dont on sait qu'il va rester pro-américain quoi qu'il se passe. Ce n'est pas un pays qui peut basculer comme tous les pays islamiques et même comme certains pays de l'Europe du Sud. Il n'y a aucun risque. Donc cela est très important. Le fait qu'Israël soit un pays très avancé sur le plan du high-tech, qu'Israël soit une puissance militaire extrêmement importante, tout cela a donné une très grande validité, si vous voulez, à l'argument selon lequel c'est dans l'intérêt américain d'avoir l'allié israélien dans la région. Mais maintenant, en sens inverse, est-ce que les États-Unis peuvent vivre avec seulement Israël dans la région? Et la réponse que feront beaucoup de gens, c'est peut-être pas. Peut-être pas. Et donc, l'autre question, c'est est-ce que l'Amérique a besoin d'un allié? Est-ce que cette manière de voir les choses sur le plan de la confrontation n'est pas dépassée? C'est exactement sur ce thème-là que Obama a été élu en 2008, ou du moins qu'il avait mené ses primaires, n'est-ce pas? Je crois que lorsque vous analysez aujourd'hui le soutien à Israël aux États-Unis, dans l'opinion et dans la classe politique. Je vais commencer par la classe politique parce que c'est plus simple.
la classe politique, actuellement, ne peut pas prendre le risque de se déclarer contre Israël, parce que les Juifs, et les Juifs restent quand même, en dépit des évolutions un peu dangereuses que j'ai mentionnées, restent pro-israéliens. Les Juifs jouent un rôle extrêmement important dans l'écosphère de la politique américaine. Dans le fundraising en particulier, c'est tout à fait essentiel. C'est la communauté qui a la plus vieille tradition, qui est la plus organisée et qui n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Donc ça c'est très 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 important. Il y a un certain nombre d'États clés où l'électorat juif continue à être important. Et Dieu merci, il y a encore un certain nombre d'États où les Américains ont l'habitude encore aujourd'hui de ne pas voter, tandis que les Juifs ont gardé l'habitude de voter, ce qui fait que le nombre réel politique de Juifs est plus élevé que le nombre de population. Vous avez des États où il y a théoriquement 5% de Juifs dans l'État, mais en fait il y a 20% par rapport aux gens qui votent, il y a 20% des Juifs représentent 20%. Donc tout ceci est important. Donc ça c'est essentiel. Mais ce qui est encore plus essentiel, c'est qu'aujourd'hui vous avez tout un autre bloc de, je dirais, la culture américaine qui n'est plus seulement vaguement favorable aux Juifs et à Israël, comme ça a été souvent le cas, mais qui est maintenant militant pour Israël. C'est-à-dire que tous ces fameux milieux évangéliques, etc., démonisés par tout le monde, ces gens-là soutiennent Israël. Alors, pour des raisons tout à fait différentes. Hein. Oui, pour des raisons tout à fait différentes, mais vous savez, là, c'est très important parce que, en définitive, nous le savons tous, la politique est censée être rationnelle. Mais nous savons qu'elle n'est pas rationnelle. Nous savons qu'elle repose sur des croyances, que ce soit des croyances théologiques ou des croyances, entre guillemets, laïques, n'est-ce pas? Mais en fait, des croyances, elle repose sur des croyances, sur des héritages. Il y a des gens qui ne voteront jamais pour Le Pen, qui ne voteront jamais pour un candidat juif. C'est comme ça. Soyez sûrs que parmi les gens qui n'ont pas voulu de Copé, vous savez, ça ne fait pas photo. Entre Copé et Fillon, c'est mon opinion personnelle que je dis là. Il y a un problème un petit peu, excusez-moi. En gros, 30%, un sondage donné 30%, excusez-moi, juste vous interrompre. Ah oui, bien sûr. Donner un sondage, c'est un secret au sein de la population française, où 30% étaient anti-Sarkozy parce qu'ils pensaient qu'il était juif. Bien sûr, voilà. Bien sûr, mais nous savons de diverses façons que dans le rejet de Copé, il y a ça a été dit ouvertement. Ça a été dit ouvertement. Et il a porté plainte. Je suis d'autant plus frappé du succès relatif qu'il vient d'emporter. Je suis d'autant plus frappé de ce succès. Et ce qui est très amusant au sein de l'UMP actuelle, c'est que la tendance, comme vous le savez, c'était programmatique, n'est-ce pas? La tendance droitiste de l'UMP, c'est elle qui a voté pour Copé dans l'élection qui vient de se produire. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que les élections se font, que ce soit sur des adhésions ou sur des rejets, il y a une part d'irrationnel, il y a une part de culturel, il y a des archétypes, il y a des gens, on vote pour eux parce qu'on vote pour ses parents, voilà, mais et pour ses enfants. C'est comme ça qu'on vote, indépendamment de ce qui se passe au moment de l'élection, d'une manière beaucoup plus profonde. Les États-Unis gardent, grâce à Israël, un pied au Moyen-Orient. C'est incontestable. Est-ce qu'ils pourraient avoir un autre pied en Arabie Saoudite? C'est ce qu'ils ont toujours prétendu. Les États-Unis ont prétendu avoir un pied en Iran, ils ont prétendu avoir à l'époque du Shah. Aujourd'hui, Obama continue à prétendre l'administration Obama continue à prétendre que la Turquie est un allié solide des États-Unis. C'est bizarre. Bon, il y a un facteur positif qui veut jouer pour Israël dans les années 25 et 30, c'est que l'Amérique va être autonome au niveau limitrophe, puisqu'ils ont des ressources, ils ont des ressources. Alors, je voudrais dire il me semble, donc ça va permettre de... Vous avez raison, mais il y a une chose que généralement on ne voit pas, c'est que même si vous avez des énergies alternatives, le nucléaire, le gaz de schiste,
les éoliennes, ce que vous voudrez, qui se substituent au pétrole. Le pétrole, jusqu'à ce jour, est irremplaçable pour une chose. Je parle de ressources pétrolières. Le pétrole est irremplaçable pour une chose, pour faire la guerre. Parce que, en effet, seul le pétrole peut être transformé en carburant facilement acheminable, facilement transportable et facilement, réductible en petites unités qu'on peut confier au moindre appareil. Le pétrole sert d'abord à faire la guerre avant de faire marcher l'économie. Évidemment, personne ne vous le dit parce que ça ne fait pas chic de dire ça. Mais c'est la véritable raison pour laquelle il est vital de contrôler le pétrole du monde. C'est encore plus important que d'avoir de l'énergie à bon marché. Très bien. Bon, je crois qu'on va... Non, Dernière question. Quelle est votre position? On a entendu récemment des pourparlers, juste pendant la période électorale d'Obama ou avant, de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur la position réelle des États-Unis et d'Obama vis-à-vis de l'Iran, qui un jour est ainsi et un autre jour comme ça? Écoutez, dans la mesure où l'on peut essayer de reconstruire la position d'Obama, Obama ne veut pas, espère amener l'Iran à une attitude de coopération en lui tendant la main. Et il voudrait utiliser tous les moyens non militaires pour faire pression sur l'Iran dans ce sens. C'est la logique de l'attitude de l'administration Obama. N'oubliez pas que l'administration Obama est l'administration qui, en mai, juin, juillet 2009, n'a rien fait pour soutenir le printemps, non pas arabe, mais perse, qui était en train de se dérouler en Iran. Il y a à cela un certain nombre de raisons. D'une part, la République islamique d'Iran a hérité du Shah un énorme investissement en matière de propagande pro-iranienne aux États-Unis. De la même façon que la Russie soviétique a largement utilisé l'investissement du tsar et de l'Église orthodoxe dans des régions entières du monde, comme par exemple le Moyen-Orient, de même la République islamique a travaillé à simplement retourner à son avantage des réseaux d'influence qui avaient été créés par le Shah. Je vais vous donner des exemples amusants. Vous savez que Dominique de Villepin a bénéficié du soutien de milieux pro-iraniens en France, un soutien explicite. Cela n'étonnera pas ceux qui se rappellent que son père, le sénateur Xavier de Villepin, était le président du groupe d'amitié France-Iran au Sénat à l'époque du Shah. C'est-à-dire, en fait, l'homme à tout faire des réseaux d'influence du Shah au Parlement français. Bon. Dans le même ordre d'idées, tout le monde sait que la République islamique d'Iran a des liens étroits, affectueux avec l'extrême droite néo-nazie. On sait très bien que l'extrême droite néo-nazie dans toute l'Europe est pratiquement payée par l'Iran. L'Iran est le principal bailleur de fonds de ces groupuscules et de ces maisons d'édition. Et tout cela vient simplement du fait que les Iraniens, qui étaient un des peuples les plus méprisés du monde au début du XXe siècle, avaient tiré une énorme fierté du fait qu'en Europe, on les regardait comme des Ariens. Et donc il y a eu dans le nationalisme iranien toute une tendance arianiste. C'est d'ailleurs pour cela que la Perse a pris le nom d'Iran. Qu'est-ce que ça veut dire Iran en persan? Ça veut dire le pays des Ariens. C'est tout.
Et donc, et oui, c'est le père du Shah qui avait fait le changement en 1935. Il avait pris le nom de Iran, qui veut dire le pays des Ariens. Et le flirt entre les nazis et l'Iran a été tel qu'en 1941, les Russes et les Anglais ont occupé l'Iran et détrôné le Shah, parce qu'il était en train de tomber dans l'alliance avec le Troisième Reich. Alors, il y a des liens qui ont toujours existé et que la République islamique a repris à son profit. De la même façon, à une époque ultérieure, le Shah et les États-Unis avaient eux aussi des liens étroits. Quand le Shah a été renversé, le régime iranien des mollahs a retrouvé les agents d'influence du Shah aux États-Unis. Et beaucoup d'entre eux, ceux qui ne sont pas devenus des militants de la cause anti-khomeiniste, il y en a eu, mais les autres ont été retournés en militants du rapprochement avec l'Iran. Disant, par exemple, il y avait la même chose en Israël, disant, bon, le régime des mollahs passera, l'Iran, fondamentalement, c'est un pays sympathique, c'est un pays pro-occidental. Ce qui peut être vrai, mais qui politiquement n'a aucun sens actuellement. Il était tout à fait exact de dire que l'Allemagne, il y avait une autre Allemagne que celle de M. Hitler, et qu'il y avait des éléments qui pouvaient faire espérer que l'Allemagne devienne un pays libéral et pro-occidental. D'accord, mais en 1942, ça n'avait aucun sens de le dire. Et nous sommes en 1942 par rapport au régime des mollahs. Alors, on flirte beaucoup avec cette idée. Personne n'ose aller jusqu'au bout si vous voulez, des lignes géopolitiques profondes. Les lignes géopolitiques profondes, c'est qu'il y a une énorme révolte, la révolte du ressentiment, qui est le facteur géopolitique le plus important dans le monde. Tous les pays, toutes les civilisations qui ont subi l'humiliation d'être dépassées et dominées par l'Occident et surtout par les États-Unis veulent prendre leur revanche. De même que les Noirs américains veulent prendre leur revanche sur les Blancs américains, de même dans le monde entier, il y a des gens qui veulent prendre leur revanche sur les Occidentaux et notamment sur les Américains. Et c'est le cas, c'est ce qui fait marcher les Chinois, c'est ce qui fait marcher les Iraniens, c'est ce qui fait marcher les Russes, c'est ce qui fait marcher les Arabes, c'est ce qui fait marcher les Latino-Américains. Voilà.